Je me suis intéressé à de nouvelles ou à différentes manières de faire de la recherche en neuroéducation. Peut-être commencer par ce graphique qui présente différentes technologies ou différentes méthodologies où on peut finalement s'intéresser au cerveau, où on a, par exemple, la résonance magnétique qui est située ici, où on a une différente résolution temporelle, différentes résolutions spatiales pour capter le signal qui provient du cerveau, mais aussi certains niveaux d'intrusivité qui sont liés au fait que la recherche est plus ou moins intrusive pour le sujet qui est en contexte plus ou moins authentique. Pour ma part, je m'intéresse dans ce cas-ci à l'électroencéphalographie et à de nouvelles méthodologies d'électroencéphalographie qui sont fort différentes de celles qui ont été largement utilisées en psychologie cognitive depuis les années 40, 50, 60 et qui de par ces nouvelles manières de faire-là, sont susceptibles, et je dis bien susceptibles, d'être intéressantes pour la recherche en éducation. Donc, on a différents filets qui étaient auparavant utilisés ou pour avoir une certaine perspective d'électroencéphalographie, on doit mettre un certain nombre d'électrodes pour tenter de localiser d'où vient le signal. Beaucoup de ces filets-là viennent avec une couette de fil qui fait en sorte que, d'une part, c'est très long à installer ce filet-là sur la tête d'un enfant parce qu'on doit calculer exactement que l'électrode au centre est exactement au centre de la tête et ensuite se décale et se place toutes les autres électrodes. Mais aussi du fait que, imaginons la recherche, et mon collègue Pierre Pagé va évoquer la recherche avec des enfants avec ce genre de casque-là, plutôt compliqué. Il y a de nouvelles technologies comme celle de B-Alert que j'ai utilisée, où on a des casques avec des électrodes qui sont beaucoup plus limitées, mais qui sont aussi Wi-Fi. Donc, on peut avoir des gens dans une classe qui ont un casque qui est relativement léger. Dans les considérations éthiques, on peut leur mettre une casquette et cacher le casque et tout. Donc, ce qui fait que c'est intéressant à mon sens. Et c'est vraiment dans ce cadre-là où on a utilisé ce casque-là dans une perspective, encore ici, exploratoire. Peut-être aussi dire que l'électroencéphalographie a été beaucoup utilisée au départ dans une perspective en anglais qu'on appelle Event-Related Potential, où on va mesurer la réponse électroencéphalographique d'un sujet en fonction d'un stimuli 300 millisecondes après ce stimuli. En salle de classe, vous savez très bien qu'il y a de nombreux stimuli et l'électroencéphalographie est peut-être complexe dans cette perspective de recherche en électroencéphalographie. Et je me suis intéressé à des récents travaux en neuroergonomie du travail où on s'est intéressé finalement aux états cognitifs que des chauffeurs d'autobus ou des chauffeurs de camions longue distance pouvaient avoir pendant des tâches qui sont sur de beaucoup plus longues périodes que des périodes de 300 millisecondes, par exemple. En ERP, on se trouve finalement à faire de la recherche où on multiplie des stimuli avec certaines pauses, de manière à avoir un certain nombre de stimuli et de tenter de voir quelle est la réponse finalement de certains sujets. Donc, en neuroergonomie, on se situe dans une perspective totalement différente en électroencéphalographie, où on va finalement, en contexte qui est beaucoup plus authentique, tenter de voir et tenter d'en arriver à des états cognitifs. Tantôt, Geneviève évoquait l'idée donc d'une mesure d'un état affectif. Pour ma part, je m'intéresse plutôt aux états cognitifs d'apprenants et qui seraient mesurés par l'électroencéphalographie ou par différents algorithmes où on infère finalement ces états cognitifs-là. Donc, une étude pilote, une recherche exploratoire, les analyses sont en cours, où on veut explorer si les méthodologies d'EEG qui ont été développées en neuroergonomie du travail seraient utiles et intéressantes pour la recherche en éducation. Donc, on a de nouveaux algorithmes d'analyse qui ont été développés, avec aussi avec de nouveaux ordinateurs qui permettent, je dirais, une lecture en temps réel ou presque, avec un petit décalage de ces états cognitifs-là. Alors qu'avant, les travaux en EEG nécessitaient des analyses qui étaient beaucoup plus importantes sur de longues périodes. On devait enregistrer et ensuite produire des résultats. Donc, on veut donc discriminer, et les travaux de Johnson, des Américains de la Californie, permettent de discriminer presque en temps réel 4 états cognitifs. Donc, le fait que quelqu'un soit endormi ou sleepy, soit distrait, engagé ou très engagé. On discrimine la différence entre quelqu'un qui, par exemple, est en train de faire une tâche et la fait de manière relativement correcte. Par exemple, on conduit sur l'autoroute, on est à la tâche et on n'est pas dangereux, versus quelqu'un qui conduit sur une autoroute pour la première fois et qui, là, lui, est vraiment dans la tâche, extrêmement concentré, mais qui peut-être est en surcharge cognitive et qui, lui, peut-être est un peu plus dangereux.
On a donc fait un protocole expérimental chez 24 étudiants de sexe masculin qui sont tous des étudiants en nouvelles technologies. On leur a fait jouer à un jeu, donc une tâche, et l'idée était essentiellement de collecter des données et de voir si ce qu'on collectait avait un certain sens pour la recherche ou pour nos connaissances, je dirais, en éducation. Donc l'idée, quand on travaille en EEG, il s'agit de mesurer d'abord le niveau de base de ces gens-là et de les comparer par rapport à eux-mêmes, évidemment. Donc ils étaient dans un environnement de laboratoire contrôlé, donc devant un jeu qui était sur un ordinateur. Et on a donc fait l'acquisition du signal EEG durant la tâche, qui est un jeu qui appliquait une résolution de problèmes en physique mécanique. On a donc utilisé la technologie B-Alert X10 pour 10 électrodes. En fait, 10 électrodes, mais on acquisitionne le signal sur 9 canaux sur différents sites du scalp et je vous épargne pour l'instant les détails techniques. Ce qui est intéressant aussi pour des gens qui auraient peut-être travaillé en EEG, c'est qu'on est capable maintenant de décontaminer automatiquement le signal électroencéphalographique. Donc, autant en termes de décontamination d'un signal qui serait lié au mouvement de la tête, mais aussi une décontamination à chaque fois qu'un sujet cligne des yeux. Donc, les gens qui ont travaillé en EEG devaient auparavant enlever à chaque fois qu'il y a un clignement d'œil, et ça pour tous les canaux d'EEG, le pic généré par le clignement d'œil, ce qui se fait automatiquement maintenant et ce qui permet aussi une analyse en temps relativement réel. Il y a donc application de par le logiciel produit par la compagnie d'un algorithme de calcul qui nous permet donc à toutes les secondes, et ça pour une seconde, ce qui est pour nous extrêmement intéressant et je dirais qui sauve beaucoup de temps. Donc on est capable on a des données à la seconde. Alors que dans la mesure d'un signal électrophysiologique où on a des données normalement à 256 données par seconde, le fait d'avoir des données à la seconde, quand on étudie par exemple un apprenant pendant une période de 75 minutes ou de 15 minutes, nous permet d'avoir une analyse sur une granularité qui est un peu plus grande et on ne veut pas finalement avoir trop de données, et ce qui simplifie à mon sens l'analyse. On a fait jouer donc des gens à un jeu qui s'appelle Mechanica, qui est un jeu de Patrice Potvin, qui est un jeu qui s'intéresse et qui attaque des préconceptions en physique mécanique. Donc, c'est un jeu sérieux dédié à l'apprentissage de la physique mécanique. Le jeu présente des situations problèmes en physique sans qu'il y ait d'enseignement explicite à même le jeu. Donc, le jeu original comporte 50 niveaux et les 50 niveaux ont été construits à partir d'un questionnaire ou d'un test qui a été largement validé et utilisé, le Force Concept Inventory. Et c'est en fonction de ce test que le jeu a été élaboré. Puis finalement, le jeu, d'une manière très, très globale, est une espèce de machine qui envoie de petits explorateurs. Et les explorateurs, dans différents tableaux, dans 50 tableaux, doivent toucher aux étoiles. Et il y a des robots, je ne me rappelle plus du nom en français, en anglais, les punching robots, qu'on peut positionner de manière à orienter les exploreurs pour qu'ils touchent les étoiles. Donc, l'idée, c'est qu'il y a différentes règles en physique. Il y a dans ce tableau-ci, par exemple, il y a une analyse vectorielle où on doit placer un robot pour qu'il touche la prochaine étoile qui serait ici et tout. Et ce tableau-là est construit autour de ces préconceptions-là. Donc, dans la tâche qu'on avait à faire, ou que les élèves avaient à faire, il y avait un premier tableau où on leur permettait de comprendre finalement ce qu'ils devaient faire. Un deuxième tableau où, pour comprendre le tableau, il y avait une résolution possible, une résolution de problème qui serait liée au temps de la tâche. C'est-à-dire, si l'élève a compris rapidement, donc l'élève va réussir rapidement la tâche. Par contre, un troisième tableau était plutôt un tableau essai-erreur, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à comprendre. On n'a qu'à globalement déplacer différents trucs et ça prend un certain temps. Et l'idée était de voir si on allait mesurer des quantités ou des états cognitifs différents, donc un certain niveau de distraction ou plus ou moins d'engagement en fonction du type de tableau. Donc, un deuxième tableau de résolution de problème et un deuxième tableau plutôt de type essai-erreur. Donc, le logiciel peut donc en arriver pour chacun des 24 sujets à nous produire de ce type de données-là où on a une probabilité d'être dans un des 4 états cognitifs. Donc, on a ici pour les 24 sujets, des sujets qui étaient très engagés, donc high engaged, ici en mauve, ou low engaged, c'est-à-dire plus ou moins engagés. Certains étaient plus endormis ou distraits, etc. On peut faire donc une analyse moyennée sur tous les sujets. On se rend compte, et les concepteurs du jeu, on était contents que le jeu est globalement engageant au moins sur 15 minutes, ce qui est en soi encourageant.
Et on a donc fait une analyse ensuite où on voulait savoir si finalement, merci, il y avait un lien entre les différents états cognitifs qui étaient mesurés chez les participants et finalement le temps qu'ils prenaient à réussir ou pas un tableau. Donc, un temps, donc corrélation pour réussir un tableau versus les états cognitifs. Différentes corrélations très significatives qui sont observées, mais globalement, on est intéressé et nos résultats nous montrent qu'il y a une certaine logique qui nous amène à croire que l'EEG, avec ce genre de perspective-là, est fort intéressante et pourrait être utile dans d'autres contextes, en éducation notamment, où on voit qu'il finalement il y a un lien entre le type de la tâche et l'engagement et ou la distraction, c'est-à-dire une tâche qui requiert des essais-erreurs, plus de temps, donc plus d'essais, va générer moins d'engagement et plus de distraction. Et donc, on va l'observer, je dirais, dans nos données, ce qui a une certaine logique par rapport à nos présupposés éducatifs, je dirais. Résultat intéressant, on constate que l'écart type du signal électrophysiologique va varier et va être corrélé avec la résolution d'un tableau. C'est-à-dire que plus les gens sont engagés, donc les utilisateurs performants auraient une capacité à sentir que leur engagement diminue et ils refocuseraient davantage sur la tâche pour se ramener dans un état cognitif ou dans un état d'engagement qui est élevé. Donc, c'est un premier résultat. Ces résultats-là, évidemment, sont difficiles à analyser ou à discuter dans la littérature puisque, comme Geneviève, on est un peu les premiers à s'engager dans cette voie exploratoire de l'utilisation de ce genre de technologie ou de méthodologie en éducation. Ce qu'on se rend compte, et là, on avait une tâche d'environ 10 à 15 minutes, qui est une tâche qui est intéressante, mais pour ce genre de données et pour une étude à suivre, on pourra et on devra, à mon sens, aller vers des temps beaucoup plus longs et tenter de voir si, avec le temps, on a beaucoup plus de distractions qui amènent beaucoup de bruit dans le système. On a senti aussi le besoin, on a utilisé que l'électroencéphalographie, mais d'utiliser plusieurs types de données vidéo de manière à apporter plusieurs regards, je dirais, à l'observation psychophysiologique d'un sujet. Et c'est la tendance internationale, je dirais, aux gens qui s'intéressent à l'observation neuroéducative d'un apprenant, outre en IRMF, où on peut coupler l'observation vidéo, évidemment, mais aussi la reconnaissance faciale des émotions automatisées, l'oculométrie, où on peut s'intéresser à la grosseur de la pupille, évidemment, où le sujet regarde à l'écran, et ainsi de suite. Et ça fait partie, à mon sens, des prochaines perspectives de recherche. M. Pagé va évoquer cette dimension, cette perspective dans sa présentation. Donc, recherche à venir. Pour ce qui est de ma perspective, qui est celle autre que les recherches en neuroéducation par résonance magnétique ou par imagerie. Donc, on veut étudier, évidemment, là, on a essentiellement fait une étude pilote sur des gens qui étaient dans une résolution de problèmes. L'étape à suivre, à mon sens, qui est la plus importante, c'est est-ce qu'il y a un lien entre un élève qui apprend versus son niveau moyen ou son état d'engagement. Donc, est-ce que ce sont les élèves qui sont les plus engagés qui apprennent plus? C'est, à mon sens, la question fondamentale à cet égard-là. On veut aussi, et cette perspective de EEG-là serait, à mon sens, extrêmement utile en recherche en éducation pour comparer différentes méthodes pédagogiques. Est-ce qu'on génère plus d'engagement en utilisant telle méthode plutôt que telle autre? Est-ce que tel dispositif pédagogique est plus engageant que tel autre dispositif? Et là, il y a différents protocoles méthodologiques qui peuvent être envisagés à cet égard. On doit aussi, on a eu une subvention assez importante avec mon collègue Pierre Majoric-Léger des HEC, où on vient d'obtenir 900 000 $ pour acheter tout ce matériel-là. Et il y a toute une difficulté qui est associée au fait de coupler les différentes données électrophysiologiques. Donc, avec un logiciel qui s'appelle Noldus Observer, on peut avoir en temps réel, on peut tenter d'aligner le signal électrophysiologique, donc de EEG, du vidéo, des yeux, et ainsi de suite, de manière à avoir un portrait très global de ce qui se passe chez l'apprenant. On est actuellement en demande de subvention pour développer aussi, aller un peu plus loin, pour développer une interface qu'on appelle des Brain-Computer Interface, où il serait possible d'ajouter une boucle de rétroaction dans un système entre un apprenant
et finalement sa réponse électrophysiologique, de manière à ce que peut-être qu'il pourrait avoir une certaine intelligence artificielle qui pourrait être développée, pourrait prévenir l'apprenant qu'il est actuellement en train de se désengager ou qu'on constate chez lui un niveau de distraction qui est élevé. Et il y a beaucoup de recherches qui actuellement sont en ce sens-là. Donc, ça fait partie un peu des perspectives de recherche de ma petite équipe. Voilà, merci beaucoup.